Quand on me demande ce que je fais, eh bien je réponds que je parcours le monde pour comprendre comment les villes se régénèrent. Moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un professeur, pas en train d'écrire une thèse, je veux simplement offrir un nouveau regard sur l'urbanisme. Un regard plus sensible, plus incarné, plus compréhensible. Ce regard je le nourris des récits de vie de celles et ceux qui s'engagent par leur métier à repenser nos espaces urbains. Et de tout cela naît une vision de la ville, de ses fragilités, de ses renaissances. Et c'est cette vision que j'ai choisi d'explorer pendant une année de voyage, qui est donc le projet que j'ai appelé Reshaping Cities Initiative. Ahí a la señora, ahí a la amiga. La vida que me ha dado tanto y de dos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Bienvenue dans Un tour du monde de nos villes, le podcast de Reshaping Cities Initiative qui donne la parole à celles et ceux qui vivent et repensent nos villes aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, je vous emmène à Santiago, la capitale du Chili et le cœur politique, économique et culturel du pays. Située entre la cordillère des Andes et la chaîne côtière chilienne, la ville s'étend sur plus de 800 km² et regroupe près de 7 millions d'habitants dans son aire métropolitaine, soit environ 40% de la population nationale. Fondée par les colons espagnols en 1541, Santiago conserve un centre historique structuré selon le plan en damier, hérité de la colonisation, organisé autour de la Plaza de Armas. Quand on se promène aujourd'hui dans la capitale andine, on peut observer la juxtaposition d'immeubles modernes, de quartiers pavillonnaires, de tours de grande hauteur et de secteurs informels, témoins d'une urbanisation rapide et fragmentée et largement pensée pour la voiture. La ville fait face à une forte ségrégation socio-spatiale, une gouvernance morcelée, une exposition constante aux risques naturels et aux effets durables d'un urbanisme hérité du néolibéralisme instauré dans les années 1980. Mais elle continue d'être animée par des pratiques locales inventives, une culture de la débrouille et des formes de résistance quotidienne. Dans cet épisode, c'est Carole Gurdon que nous rencontrons aujourd'hui. Bonjour Carole. Bonjour, Clément. Alors Carole, tu as grandi à Beyrouth, puis tu as vécu en Angleterre avant de t'installer pour un temps en France, à Paris. Tu bouges beaucoup depuis toute petite. Pour commencer cette discussion, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours tout en mouvement ? Depuis l'enfance, alors effectivement, je suis née à Beyrouth en 79, donc dans une famille francophone. Donc j'ai étudié dans des collèges français à Beyrouth d'abord, et puis à un moment donné, effectivement, on est parti en Angleterre pendant 2 ans. Et là, j'ai dû affronter un collège anglais. Et donc du coup, j'ai appris à parler l'anglais à ce moment-là rapidement, au bout de 3 mois. C'est facile à 6-7 ans. Et ensuite, on a eu un petit retour à Beyrouth. Et puis finalement, vu le contexte aussi régional qui était un peu compliqué, on a décidé de s'installer à Paris quand j'avais 11 ans, en classe de 6e. Et j'y suis restée, donc bac scientifique, école d'architecture de Versailles. J'ai commencé à avoir un intérêt pour l'urbanisme à ce moment-là, parce que l'école d'architecture de Versailles était très portée sur les questions urbaines. On n'avait pas le droit de dessiner, ne serait-ce qu'un début d'escalier, sans avoir fait une analyse urbaine de tout le quartier. Donc ça, c'était assez chouette. Et puis du coup, ensuite, master d'urba de Sciences Po, à Paris aussi, à l'époque dans le 13e. Je suis de la promo de 2005-2006, donc très sympa. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir une super promo, avec qui on est encore en contact. Et puis ensuite, activité professionnelle à Paris, dans des agences d'architecture, mais plutôt sur des projets d'aménagement urbain, d'accompagnement sur des actes autour de projets de tramway, etc. Donc en voyageant pas mal en France. Et puis à l'âge de 30 ans, un départ pour le Chili. Donc arrivée au Chili en 2009, septembre 2009, ça fait 15 ans. Et donc là, ça fait 15 ans que je suis installée à Santiago avec des allers-retours réguliers vers Paris quand même.
Ce chemin de vie ou ces chemins de vie, est-ce qu'ils ont façonné ton regard sur les villes, avant même d'être architecte et urbaniste? Ah bah oui, c'est une bonne question, mais effectivement, le fait de devoir comprendre différentes cultures depuis toute petite, parce que même en étant au Liban, en fait, j'étais au Liban dans une famille francophone d'origine anglaise. J'ai 2 grands-mères qui viennent plutôt d'Égypte. Enfin, c'était de toute manière, dès le départ, il y avait un mélange culturel hyper fort qui fait partie un peu de l'identité de la famille, de ma famille des 2 côtés, du côté de mon père et ma mère. Et donc, il y a un peu cette idée de mélanger des cultures, aussi d'essayer de comprendre des cultures qui sont différentes. Et puis, effectivement, le fait de voyager, de bouger depuis toute petite, j'avais pas forcément adoré à l'époque, parce que c'était difficile, les allers-retours. Mais les années passant, on se rend compte aussi que ça forge complètement le caractère. Ça donne une ouverture et une perspective sur le monde qui est différente. On est conscient très très tôt, depuis l'enfance, même la petite enfance, qu'il y a plein de manières différentes d'aborder, de tout aborder en fait, et que tout le monde a des perspectives différentes. Et ça oblige aussi à toujours devoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Donc oui, ça forme complètement, ça forme de manière très forte. Et en plus, en termes d'expérience de la ville, pour lier un peu avec l'urbanisme, bah forcément, c'est des expériences dans des conditions urbaines différentes, dans des situations de ville qui ne sont pas du tout les mêmes, où ce n'est pas les mêmes rapports à l'espace public, à la rue, à la vie en général, en fait, au mode de vie. Et donc ça aussi, c'est super enrichissant, en fait. Alors, tu intègres le cycle d'urbanisme de Sciences Po en 2005 à Paris. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette formation? Alors, je me souviens très bien un lancement, ça devait être d'un livre, d'un truc à l'école d'architecture de Versailles à l'époque. Et le directeur de l'école d'architecture de Versailles, au moment de faire la présentation, donc il y avait vraiment plein d'étudiants, on était tous regroupés, et ça devait être aux alentours de 2003. Donc il prend le micro et il dit on va lancer un nouveau master et il sera encore meilleur que le master d'Urba de Sciences Po. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est quoi cette histoire de master d'Urba de Sciences Po? Donc j'ai commencé à me renseigner à partir de là. Et à l'époque, c'était les prémices d'Internet. Aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand je tapais Master d'Urba Sciences Po, ça sortait pas en premier dans les recherches. C'était en numéro 5 ou 6 dans la liste de Google. Je pense qu'il y avait une première page web, mais qui était encore très artisanale. C'était pas évident. Donc ça passait beaucoup par aller frapper à la porte et demander des infos. Donc j'ai dû atterrir, je pense, à une première réunion avec, je pense, Michel Michaud à l'époque. Et je pense qu'il m'avait vraiment donné envie de passer le concours. Parce que c'était un master assez particulier, qui était quand même très opérationnel, où on nous mettait en contact avec les maîtrises d'ouvrage au travers des ateliers. Il y avait un côté vraiment multidisciplinaire. Et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'il était hyper bien positionné, qu'il y avait un énorme réseau derrière, et que même l'espace de la maison du 13e à l'époque, c'était des conditions assez chouettes en fait. Donc du coup, comme j'avais déjà un peu bossé en agence d'archi, et je m'étais rendu compte que vraiment l'échelle urbaine, c'était l'échelle qui m'intéressait. Mon diplôme était très urbain, mon stage de fin d'études, je l'avais fait dans une communauté de communes. Et puis j'étais à ce moment-là en train de travailler à la REP, donc pareil sur des sujets d'espace public, réaménagement urbain associés aux questions de transport. Et je crois que même mes collègues à la REP m'avaient dit postule, quoi. Donc j'avais postulé. Et puis j'avais été prise, donc c'était cool. Justement, tu évoques Michel Michaud, c'est une figure importante et puis quasi intemporelle. Il a été directeur du cycle d'urbanisme de 1979 jusqu'en 2015. Ouais. Pour ta promo, pour toi, dans l'enseignement, aussi au moment de ton admission, quelle place a-t-il occupé? Non, mais il a une place centrale. C'était une personne, c'est un personnage, hein, c'est quelqu'un qui a une capacité d'accumulation et une soif de connaissance et de passion des métiers de l'urbanisme, et en même temps de la discipline en fait, des métiers et aussi de l'enseignement. Et c'est des profils, je pense, qui correspondent aussi à certaines époques, hein. Aujourd'hui, on a peut-être moins de temps, on court beaucoup, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait vraiment une vocation, une passion pour l'urbanisme et une vocation pour former en fait des personnes
qu'il considérait capable en fait à ces métiers-là. Donc c'était une dédication permanente. Enfin, c'était du 300% de son temps. La porte était toujours ouverte, il était toujours disponible, il avait une capacité d'articulation entre les générations qui était incroyable. Il y avait un soutien moral permanent en fait. Il n'y avait pas de protocole en fait. Enfin, lui, il était là et bon, c'était aussi une autre époque, hein, parce que 2005, peut-être que c'était un peu moins institutionnalisé à l'époque quand on était dans cette maison-là. Tout était assez organique en fait et assez flexible et c'était, je pense qu'en tous les cas pour ma génération, ça a été quelqu'un de très important, avec qui en plus on avait un très très bon rapport et on a maintenu un bon rapport avec lui à long terme. Donc, mais on avait déjà cette sensation qu'il était. Moi, je suis entrée en 2005, il a démarré en 79, donc il y avait déjà beaucoup d'années. Une de mes meilleures amies du master, sa maman était passée par le master. Je crois que c'était d'ailleurs la première fois qu'il avait un enfant d'eux, d'anciens étudiants, et ça avait été dit dans la réunion du début d'année. Donc il y avait déjà cette sensation de transmission, de legs, ouais, d'héritage qui était très fort. Donc ouais, on a eu de la chance de pouvoir partager cette année-là avec lui, quoi. Justement, en parlant d'historique, 15 ans plus tard, tu partages toujours un groupe de conversation qui est plutôt actif avec ta promo. Qu'est-ce que ça raconte de ce moment étudiant de ta vie? Je pense que ça raconte qu'effectivement, alors notre génération, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé avant et après, mais on a vraiment cliqué d'une certaine manière. Il y avait une super ambiance. Donc on se voyait beaucoup en dehors des cours. L'espace de la maison du 13e aidait aussi un petit peu. Mais ça se prolongeait. Oui, on était jeunes en plus à l'époque, donc il y a vraiment des amitiés très fortes qui se sont créées. Moi, j'ai vécu en colocation avec 2 amis de l'époque, en fait, qu'on s'est rencontrés. Ensuite, on a pris un appartement ensemble. Donc, il y a vraiment des amitiés très, très fortes qui se sont créées et qui sont restées à long terme. Et ce qui était chouette, c'est qu'on venait tous de parcours différents, en fait, parce que... alors, à l'époque, effectivement, les promos, on était 36 de mémoire. Et je crois qu'il y avait... Alors, je me trompe peut-être dans les chiffres exacts, mais il devait y avoir 6 architectes, 6 ingénieurs... 6 sciences politiques, et puis ensuite il y avait un peu de tout, école de commerce, droit, il y avait un informaticien, paysagiste, etc. Donc on n'avait pas forcément les mêmes profils. Il y avait des personnes qui venaient de province, d'autres qui étaient très parisiens, etc. Et je pense que ça nous a fait du bien à l'époque. Après les diplômes initiales, qui étaient beaucoup plus forcément une école d'ingénieur, il n'y a que des ingénieurs. Moi, je venais d'une école d'archi, donc j'étais entourée d'archi toute la journée. Et il y avait un peu cette idée de bouffer d'air frais, de se retrouver dans un espace où en plus il y avait vraiment une soif de débat sur les questions urbaines, mais aussi sur les questions politiques, qu'on n'avait pas forcément eu avant dans notre trajectoire initiale. Peut-être ceux de Sciences Po un petit peu plus, mais pas forcément non plus. Et du coup, il y avait une émulation qui était super chouette et je crois que d'une certaine manière, on a maintenu dans le groupe WhatsApp à long terme, en fait. Et puis, on se voit très souvent. Alors, moi, quand je rentre à Paris, souvent, je les contacte. Et bon, d'ailleurs, s'ils entendent ce podcast, ensuite, je les salue. Mais ils se réunissent aussi souvent entre eux. Et c'est un WhatsApp qui est relativement actif, sachant qu'on est en 2025. Donc, c'était il y a quasi 20 ans, quoi. Oui. Ouais. Et finalement, qu'est-ce que le cycle t'a transmis qui ne t'a jamais vraiment quitté? Ah, c'est une bonne question. Je pense une capacité d'articulation de différents types de concepts ou de disciplines ou de perspectives qu'on est obligé d'intégrer quand on travaille sur l'urbanisme. Aussi une facilité d'adaptation, parce que quand on travaillait dans le second semestre, donc en atelier de projet, sur des problèmes pratiques qui avaient été définis avec moi, j'avais travaillé avec le conseil départemental en 1994, mais une capacité très opérative, en fait, de vraiment être dans quelque chose de très pratique. C'est pas un master c'est un master qui effectivement, il y a un enseignement théorique associé au travers des cours, mais c'est quand même un master qui est très opérationnel, qui est pour moi très de terrain et qui est résolutif d'une certaine manière dans sa ligne éditoriale. Et
et qui est résolutif à travers d'un enseignement qui finalement articule des formations qui sont très multidisciplinaires. Donc je pense que ça, c'est quelque chose ensuite qui t'accompagne. Alors effectivement, moi je travaille pas en France, donc il y a énormément de connaissances qui sont très franco-françaises, qui sont associées à la gouvernance urbaine française, à l'aménagement du territoire, etc., qui sont pas faciles d'importer telles quelles. Mais il y a une manière de faire, il y a un savoir-faire opératif, mais en ayant des connaissances assez précises, ouais, moi j'utilise tout le temps en étant même au Chili, à 12 000 km en fait. Alors après le cycle et avant de partir pour l'Amérique du Sud, tu t'étais installé professionnellement à Paris. Tu travaillais pour un cabinet d'architecture de renom et tu m'as dit que ton chemin à cette époque était tout tracé. Est-ce que tu peux revenir sur cette période? Ouais. Alors tout tracé, je sais pas, ça paraît un peu, on sait jamais. Mais en tout cas, j'avais un peu l'impression que c'était un peu tout tracé. Donc effectivement, en sortant du master, j'étais rentrée donc en CDI chez Richer Associés. Alors à l'époque, ça s'appelait Dubus et Richer, je crois. Donc on était rue de la Roquette à Paris, dans un petit passage qui était, d'ailleurs où ils sont toujours, qui est super sympa. Les locaux étaient incroyables. Alors moi, j'étais déjà passée en plus par pas mal d'agences d'archi dans le même secteur. À l'époque où j'étais en école d'archi, c'était l'époque du DPLG, donc c'était l'ancien format, où en fait, effectivement, on traînait un peu pendant nos études. C'était pas aussi formaté qu'aujourd'hui, mais par contre, c'était complètement normal de commencer à travailler avant le diplôme. Donc moi, j'avais déjà transité par pas mal d'agences d'archi sur des concours plutôt d'architecture au départ. Et donc quand je suis arrivée chez Richer Associés, je suis arrivée dans une agence qui était extrêmement structurée, dans des conditions de travail qui étaient extrêmement agréables, des locaux et une ambiance qui était top. Je pense que Thomas Richer aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision et qui avait vraiment une vision de long terme, très axée sur la ville. Donc beaucoup de travail autour des questions de tramway, des questions de transport, d'aménagement. Il y avait aussi, et ça existe encore, un volet architecture, mais ça se mélangeait avec la partie paysagiste et la partie urbaine. Donc je suis arrivée à ce moment-là dans une structure qui était déjà super installée et avec une très bonne projection à long terme. D'ailleurs, c'est une agence qui a beaucoup grandi et qui s'est beaucoup transformée avec les années et qui a intégré aussi pas mal de... Je sais qu'il y a des gens qui sont passés par le Master d'Urba qui sont aussi là-bas aujourd'hui. On est encore en contact. Et donc effectivement, c'était un endroit où c'était facile de se projeter en fait. C'était vraiment des bonnes conditions et c'était un espace très créatif parce que du coup j'étais quand même dans la maîtrise d'œuvre mais en articulation avec les maîtrises d'ouvrage. Donc j'aimais bien. Donc tout parfait quoi. En fait, j'avais toutes les cases qui étaient cochées, en plus dans un endroit très sympa à Paris. Et puis effectivement, il y avait quelque chose qui faisait que je me disais que... oui, effectivement, j'avais l'impression que c'était un peu tout tracé. Et probablement à cause de mon parcours personnel et des expériences dans les différents pays, etc., je sentais que c'était un petit peu trop... comment dire, c'était une vie un petit peu ordonnée pour moi. À ce moment-là, j'étais jeune, hein, j'avais 28, 29. Je suis restée jusqu'à mes 30 ans, je crois. Je crois que ma fête des 30 ans, c'était aussi ma fête de départ. Mon pot de départ d'Argence. Et le soir même, ma fête de départ avec les copains aussi de Sciences Po. Donc, ouais, je pense que j'avais une envie de voir un petit peu ailleurs. Je savais pas si ça allait être du long terme ou pas. Mais je pense que j'avais une curiosité sur l'international qui n'était pas encore complètement... assoiffée. Enfin, j'avais besoin de bouger. Donc mais c'était pas parce qu'il y avait un truc qui allait pas, tout allait bien, mais j'avais envie de voir autre chose. Donc ouais, j'avais un peu l'impression que si je restais en France, j'allais passer à côté de cette partie-là. Alors tu arrives ici à Santiago en 2009. J'arrive avec des contacts. J'arrive avec pas mal de contacts Alors déjà, j'arrive dans un contexte un peu personnel parce que je rencontre mon futur mari à Paris, qui venait de passer 10 ans à Paris, qui lui aussi vient d'une famille franco-chilienne, donc qui a pas mal bougé, et qui est aussi très mélangé culturellement, et qui était sur le retour. Et ça a tombé pile avec un moment donné où effectivement moi j'étais avec des envies d'ailleurs. Donc en fait j'arrive au Chili avec lui, donc aussi en bénéficiant un peu de ses contacts au Chili et de ses contacts à Paris. Donc ça m'a un petit peu aidée au départ parce qu'effectivement, il connaissait quelques personnes qui travaillaient en urbain ici
ou des Chiliens qui étaient en France mais qui faisaient des doctorats en urbanisme, ou qui étaient là-bas pour des masters, ou même des Français qui étaient arrivés au Chili, qui étaient sur des questions urbaines, qui sont aujourd'hui des copains. Donc je pense que ça a un petit peu aidé au départ, même si c'était vraiment des petites étincelles de contact, de possibilités de faire des choses. Et quand je suis arrivée, et assez rapidement, je me suis intégrée à la CEPAL, hein, qui est la Commission économique pour l'Amérique latine des Nations Unies. Et là, j'avais été embauchée pour travailler sur la formation des fonctionnaires régionaux dans le contexte de la soi-disant décentralisation qu'on attend toujours. Et donc, c'était une bonne première expérience, c'était une bonne manière d'atterrir. À ce moment-là, qu'est-ce que tu comprends très vite du Chili dans sa gouvernance et dans son rapport à la ville quand tu arrives? Ouais, alors quand j'arrive, je me rends compte qu'effectivement, il y a plein de choses à faire, que la gouvernance urbaine est quand même parfois très structurée, parfois extrêmement désorganisée. Les organismes ne sont pas du tout décentralisés. Il y a une énorme centralisation sur Santiago et dans les ministères, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein. Et je me rends aussi compte qu'il y a une pensée sur la ville qui, à l'époque, hein, aujourd'hui c'est un peu différent, mais qui est quand même très axée sur les questions de bâti, et pas tellement sur l'espace public. Disons que la pensée sur la ville était un peu répartie sur 2 ministères. Alors, pour faire simple, hein, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais donc le ministère des Transports qui s'occupe des transports, mais avec une vision très ingénieur de transport. Et le ministère de l'habitat et de l'urbanisme. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est habitat et urbanisme, qui était très axé sur les questions d'habitat, en fait, sur les questions de densification, d'amélioration de l'habitat en général. Il y avait aussi le ministère de l'Environnement qui commençait un petit peu à trouver sa place. Donc on parlait beaucoup à l'époque de développement durable, mais c'était un concept encore très naissant. Et j'arrive dans ce contexte-là. Et moi j'arrive avec plutôt une connaissance et une expérience plutôt sur les questions d'aménagement d'espaces publics liées au transport, qui était très balbutiante à l'époque. Il n'y avait quasi rien. Justement, c'est un sujet qu'on va reprendre. Et dans tes premiers jours, très personnellement, qu'est-ce que tu y vois à Santiago? Qu'est-ce que tu y ressens? Qu'est-ce qui te choque? Ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait te conforter déjà à l'époque dans l'idée peut-être d'y rester? Alors, il s'est passé un truc personnel qui, je crois, est super important. Et d'ailleurs, j'aime bien le format du podcast parce que ça permet aussi un petit peu de comprendre qu'il y a souvent des choix de parcours professionnel ou de vie qui sont quand même liés à des questions personnelles. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Et effectivement, quand je suis arrivée à Santiago, je me suis sentie pas mal chez moi. Il y avait énormément de similitudes avec Beyrouth. Alors, ça paraît un peu étonnant de dire ça comme ça, surtout Beyrouth, quoi, avec quand même, c'est une zone de conflit. Bon, il n'y avait pas ça au Chili, mais un certain rapport à la ville, le fait qu'effectivement, on peut avoir une maison patrimoniale, et à côté, une tour de verre de 20 étages, peu de régulation, des autoroutes urbaines qui parfois frôlent des quartiers pauvres, sans qu'il y ait réellement d'articulation, d'intégration. Alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était le cas. Donc un peu ce côté, tout peut arriver. D'ailleurs je me souviens quand je suis arrivée la première fois, Pablo qui était venu me chercher à la porte, il m'a dit « Bon écoute, ici tout peut arriver ». Je me suis dit « Ouais, ça c'est marrant parce que ça c'est vraiment un truc qui peut se passer à Beyrouth, tout peut arriver quoi ». Et donc ça m'a donné envie en fait. Ça m'a donné envie parce que ça... assez vite, on se rend compte que, bah oui, effectivement, comme c'est un peu désorganisé, c'est aussi des espaces où on peut faire des choses en fait. Et comme c'est aussi des pays qui sont relativement petits, donc on a accès assez rapidement à des personnes dans les ministères, les cabinets ministériels, etc. Donc il y a aussi cette sensation qu'on peut faire bouger les choses de manière assez rapide. C'est pas très structuré, mais en même temps, il y a vraiment un espace et une très grande disposition de la part des gens pour aussi participer à des projets. Je crois que ça, c'est un truc qui est peut-être très... propre à l'Amérique en général en termes de continent. L'idée d'innovation, les choses peuvent se monter de manière assez rapide. Il y a ce côté un peu on y va quoi. Alors aujourd'hui, tu enseignes, tu mènes des projets avec une fondation, tu fais de la recherche, tu accompagnes des projets urbains. Tu m'as dit que tu te situes toujours entre les mondes.
Pourquoi cette position intermédiaire au bord des choses? Pourquoi elle te semble juste et féconde? En quoi elle te correspond bien? Est-ce que les interstices t'épuisent ou au contraire t'animent? Ça fait beaucoup de questions en une. Alors oui, alors effectivement, aujourd'hui, 15 ans plus tard, donc je partage un peu mon temps entre 3 sphères d'activité. Donc d'un côté, il y a l'enseignement et la recherche, parce qu'effectivement, après plusieurs années au Chili, j'ai fini par m'inscrire en thèse, en co-tutelle avec l'Université de Paris. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai démarré une activité de recherche en complément de l'activité professionnelle que j'avais déjà, que je maintiens. Donc il y a vraiment une sphère qui est consacrée à l'enseignement et à la recherche, que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'articuler en fait la partie plus professionnelle avec la recherche et d'avoir un regard sur la recherche qui est beaucoup plus appliqué. Donc j'aime bien travailler sur de la recherche appliquée et pas tellement théorique. Ça, c'est un peu une question de profil. Donc il y a cette sphère-là. Ensuite, effectivement, il y a la sphère des études urbaines, plus professionnelles, de la consultance. Donc j'accompagne pas mal les municipalités, les régions, les ministères aussi sur des études urbaines. Beaucoup de la politique publique urbaine, en fait. Mais aussi parfois des choses plus concrètes, des plans de mobilité d'espace public. Enfin, c'est vraiment, il y a de tout. Ça peut aussi être des contrats avec... par exemple, à un moment donné, on avait travaillé avec la Banque interaméricaine de développement sur une étude qui avait pour but de voir comment on pouvait intégrer dans, disons, l'équivalent des PLU en France, les questions de mobilité. Donc ça va de ça à de la participation citoyenne aussi. Je fais pas mal de participation citoyenne pour les autorités locales, régionales ou nationales. Et la troisième sphère à laquelle je dédie un peu moins de temps maintenant parce que j'ai plus tellement de temps, mais qui est importante pour moi, c'est je participe d'une fondation qui travaille sur l'enfance et la ville, qui s'appelle Escala Comune, donc c'est une échelle commune. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver une échelle commune des espaces publics qui permettent aux enfants et aux adolescents d'avoir encore un rapport à la ville, ce qui n'est pas encore... C'est pas toujours facile. Pas seulement à Santiago, hein, c'est les mêmes problématiques aujourd'hui en Europe. Donc bon, j'y consacre un petit peu moins de temps, mais j'essaye quand même de préserver cet espace-là. Je suis plutôt dans la direction de l'agence, de la fondation. Mais effectivement, avec la fondation aussi, on fait pas mal de recherches appliquées. On accompagne les politiques publiques. Et donc ça rejoint parfois aussi la sphère de l'enseignement et de la recherche. Donc à la fin, il y a une boucle qui finit par se boucler. Et alors, pourquoi j'aime bien? Ouais, effectivement, je t'avais mentionné que j'aime bien travailler entre les espaces. C'est marrant d'ailleurs parce que quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je t'ai parlé d'articulation quand tu me parlais du master, ce que j'avais gardé de l'époque. Et ouais, je pense que j'aime bien articuler. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de... Enfin, pour moi, l'urbanisme, en fait, c'est vraiment... c'est une discipline qui articule les sciences sociales, l'ingénierie, l'architecture, les politiques publiques, l'économie. Donc c'est vraiment, c'est pour moi une des disciplines qui est la plus, qui a une vision d'articulation qui est vraiment au centre au cœur des métiers, ou même de la recherche, parce que même quand on fait de la recherche en urbain, bah, il faut articuler en fait. Donc je pense que ça j'aime bien. Et alors après, pour des raisons probablement personnelles aussi, à force de bouger, d'être entre des cultures, entre des disciplines, entre des pays, entre des langues, etc., bah, je crois que j'ai fini par l'adapter aussi à ma manière de travailler. Donc je suis entre ces sphères, j'aime bien. Et je me rends compte aussi avec les années que... Mais ça, c'est vraiment de l'expérience un peu de vie, hein. Je parle un peu... je me sens vieille quand je dis ça. Mais quand on est... En fait, il y a différentes manières d'occuper ces sphères, non? Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, je pense qu'elles sont très complémentaires, mais il y a probablement une manière d'occuper une sphère qui peut être par exemple la recherche, qui est d'être vraiment en train de faire de la recherche à 400%. Donc vraiment, on est au centre, au cœur de cette sphère-là. Et c'est super important qu'il y ait des personnes qui soient vraiment dans ces centres-là de gravité. Pareil avec les activités professionnelles, etc. Mais je pense qu'aussi, c'est super important qu'il y ait des personnes qui soient plutôt en bordure, dans ces espaces interstitiels d'articulation entre ces différentes sphères-là. Parce que c'est souvent dans les bords qu'il y a plus de mouvement, où il y a plus de questionnements, il y a plus d'articulation, où peut-être on s'ouvre aussi et on crée des ponts. Et donc ça crée du mouvement.
Et ça permet aussi, après, que les sphères s'alimentent et perdurent et évoluent. Et finalement, ce mouvement qui, pour moi, démarre toujours dans les bords, avec les années, il finit par arriver dans les centres un peu plus consolidés. Et donc, je pense qu'il y a besoin des deux. Je pense que c'est super important qu'il y ait un peu des deux, qu'il y ait des profils complémentaires. Et oui, moi, je me sens plus à l'aise sur les bords et les articulations et les interstices. Mais bon, après, vu mon parcours, c'est pas très étonnant finalement, en fait. Ça s'est mis en place tout doucement. C'était pas quelque chose de planifié. Je me suis pas réveillée un matin à 25 ans en me disant je vais faire ça comme ça. Mais effectivement, les histoires de vie personnelles, elles accompagnent les carrières professionnelles. Et ouais, avec les années, on finit par se rendre compte qu'il y a des schémas qui finissent par se mimétiser ou se ressembler, quoi. Alors les marges, les interstices, là où l'urbanisme n'est pas planifié, tu cherches parfois le sens d'une ville qui déborde de son cadre. Et il y a un lieu à Santiago qui illustre particulièrement bien ce sujet, c'est Calicuanto. Ouais. En la ciudad bonita, Jaime Poveda, un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Alors Calicuanto, c'est un espace que tu aimes beaucoup, car là-bas, pour te citer, c'est le bordel. Un espace ordinaire qui semble ignoré, mais qui est terriblement vivant. Quand on l'a découvert ensemble cette semaine, ça grouillait de partout. Les bus arrivaient, la piste cyclable traverse, zigzag, s'efface, puis réapparaît. Les stands ambulants s'accumulent. Les voitures s'embouteillent ou filent à toute allure. Le métro s'improvise. Et finalement, sans monumentalité, c'est justement cet espace public que tu as choisi comme terrain de thèse. Ouais. Et ce n'est pas un hasard. Pour toi, Carole, c'est quoi Calicuanto ? C'est un espace d'articulation, c'est un espace d'interstice. Et c'est aussi un espace ordinaire de la ville. Et pour moi, je crois que ça, c'est un truc hyper important. Alors, j'en parle maintenant, ex post, la thèse est terminée, donc j'ai un regard dessus qui a une certaine distance. Je ne l'ai pas choisi en me disant tout ça. Je l'ai un peu choisi parce que je me disais, c'est assez étonnant cet espace qui est grand. Pour faire simple, c'est un nœud d'échange de transport au niveau métropolitain qui est extrêmement important. Et c'est des échanges qui se font dans l'espace public de manière extrêmement désorganisée. Et c'est aussi un lieu qui fait partie de la vie quotidienne de Santiago. C'est un lieu qui est lié à l'activité des halles, du marché, à l'activité de transport. Ça déborde de commerçants ambulants dans les rues, on l'a vu quand on est passé. Et c'était aussi la porte d'entrée de Santiago à l'époque où les Espagnols sont arrivés. Ils sont arrivés par Calicanto. C'est aussi un lieu d'articulation entre la rive gauche, donc on avait vu ensemble, qui est très coloniale, administrative, institutionnelle, ordonnée, et la rive nord par laquelle sont arrivés les Espagnols, qui est plus, disons, plus liée à la culture indigène de l'époque. Donc c'est vraiment un lieu d'articulation, c'est un lieu de transport, c'est un lieu de mobilité, mais qui n'est pas reconnu en tant que tel, parce que c'est tellement un lieu du quotidien, c'est tellement un lieu ordinaire qui finit par s'invisibiliser, par s'effacer un petit peu par rapport à d'autres espaces plus emblématiques, plus institutionnalisés. Et donc, et moi j'adore parce que je trouve que c'est le bordel. Et en fait, c'est vrai que parfois le bordel, ça crée du mouvement, ça crée des espaces où il se passe des choses intéressantes. Hein. C'est vrai que les interstices et les articulations, c'est souvent des lieux un peu bordéliques, quoi, finalement. Et c'est là aussi qu'il se passe des choses. Donc j'ai trouvé ça hyper chouette d'aller voir ce qui se passait justement dans cet espace-là. Pourquoi c'était tellement le bordel. Et après, effectivement, la thèse développe, on va dire, une pensée sur comment est produit l'espace public de mobilité, où effectivement, il y a plusieurs couches qui se superposent. Il y a des couches historiques qui sont liées à la culture des espaces, à comment ils se sont construits dans le temps, etc., à ce qu'ils renferment d'histoire, en fait, des lieux. Il y a des couches qui sont liées aux pratiques même, de ce qui se passe, des micro-pratiques dans les espaces publics,
qui produisent complètement l'espace public, à partir du moment où on l'entend comme un espace social et pas seulement comme un espace physique. Et je pense que c'est quelque chose de très important, en tout cas pour moi, dans ma manière d'aborder l'espace public en général. Et puis, il y a toute la couche de la dimension de la gouvernance urbaine, qui n'est pas forcément visible en soi, quand on y est, mais qui est présente de manière permanente, parce que justement, dans cet espace-là en particulier, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fragmentation telle des acteurs urbains sur la question de l'espace public, que finalement, ça crée une fragmentation de l'espace, quoi. Et ça crée une quantité infinie de petites stratégies, de tactiques de chaque acteur qui essaye de faire son petit bout de chemin comme il peut, et qui finissent par se répercuter sur un espace qui est très... c'est un peu comme une cocotte minute, quoi. D'ailleurs, tu as dû le sentir quand on est passé, il se passe trop de choses. Tu as l'impression que l'espace va exploser de manière permanente. Il y a une pression, une lutte pour l'espace qui est quand même énorme. Et ça, c'est intéressant, que ce soit aussi un espace de lutte. Et comme par hasard, en fait, ça se fait dans un espace qui est interstitiel, qui est un espace un peu de bord, qui est une entrée, mais aussi une cour arrière. Et moi, j'aime bien ce côté un peu d'un espace qui n'est pas emblématique, quoi. C'est vraiment un espace du quotidien. Pérec, Georges Perec, il a une expression que j'aime beaucoup, il parle de l'infraordinaire. Et l'infraordinaire, en fait, pour Pérec, c'est toutes ces choses qu'on fait tellement au quotidien qu'on ne les voit plus. Par exemple, le matin, on se lève, on ouvre, je sais pas, on se sert un café, c'est un espace, c'est quelque chose de tellement quotidien que finalement ça s'efface. Mais ça fait tellement partie de nous parce que c'est des pratiques tellement quotidiennes qu'elles sont super importantes, quoi. Et cet espace-là, c'est vraiment un espace infraordinaire, en fait. Il est complètement lié, alors que c'est un espace interstitiel, d'articulation, de bord. Il est complètement lié à l'identité de la ville. Et si on l'enlève, il y a plein de trucs qui vont pas fonctionner, quoi. Mais personne ne le regarde, en fait. Il n'y a pas de pensée emblématique dessus. Donc c'est aussi un impensé incroyable. Abro mi pecho y no me encuentro. Rompo el espejo, la piedra de luna ahora están en el suelo. Lo verde se volvió gris. Ceniza de agua en el jardín. Tu observes aussi beaucoup ce que l'on appelle l'urbanisme tactique, qui sont ces interventions temporaires, colorées, participatives. Mais tu m'as dit que beaucoup de projets font de très belles photos sur Instagram, mais ne Ouais. changent rien. Qu'est-ce qui, selon toi, manque à ces démarches et pourquoi parfois on n'en reste qu'à la surface dans ce genre de projet? Alors, sur l'urbanisme tactique, pour le coup, au niveau global, hein, pas seulement à Santiago, je pense que c'est un outil incroyable pour tester, dans l'espace même, in situ, des possibilités de solutions. Et ça permet en plus que ce soit des interventions qui sont très participatives, parce que finalement, c'est une très bonne manière de faire en sorte que les usagers d'un espace s'approprient cet espace-là au travers d'une intervention temporaire, qui peut se faire en plus de manière extrêmement rapide, avec des budgets pas forcément très élevés. Et puis on teste et on voit ce qui se passe. Et donc ça permet une appropriation de l'espace, ça permet de vérifier certaines hypothèses à échelle 1. Donc tout ça, c'est top. Je trouve ça vraiment incroyable. Et je pense que c'est un vrai apport dans la manière dont on fait, des ateliers de participation, et puis 2, des diagnostics. Et ce qu'on appelle ici les propuestas preliminares, c'est genre les premières prémices des projets, quoi. Disons les avant-projets, quoi. Le problème, c'est quand c'est utilisé comme un outil seulement de communication de la part des autorités publiques ou des fondations qui travaillent là-dessus. Parce qu'effectivement, ça fait des super photos, quoi. C'est top. Au niveau communication, ça marche hyper bien parce qu'on voit plein de gens super heureux qui sont en train de travailler ensemble et tout à coup, il y a des couleurs qui apparaissent dans l'espace public, puis c'est sympa, et puis les familles sortent, etc. Et le piège, c'est en fait de rester, de penser qu'en fait, cet événement-là ou ce moment-là, en soi, c'est une fin. C'est pas une fin. Je pense que l'urbanisme tactique devrait être un moyen. C'est un super moyen de travailler sur l'espace public.
Mais c'est un moyen. Et il faut qu'ensuite ça se transforme en une politique publique, en une intervention avec un financement qui soit durable, pour que ça devienne vraiment, que ça participe vraiment de la fabrique de la ville. Parce que sinon, on a vu, il y avait quelques interventions qu'on a vues ensemble dans le centre de Saint-Théo. Ça se dégrade, c'est abandonné, et c'est encore pire en fait, en termes d'image ou de... Ouais, en termes d'image de ce que sont en train de faire les pouvoirs publics, ça peut vite devenir catastrophique, quoi. Ou même un peu, je pense que les habitants peuvent avoir l'impression qu'ils se sont fait avoir un peu, ou qu'ils se sont fait piéger par une opération de communication. Ouais, moi j'aime beaucoup. Il y a une intervention importante qui s'est faite à New York sur Times Square, qui a duré longtemps. Où ils ont fermé. Donc avant, ouais, Times Square avant c'était vraiment plein de voitures. Ils ont bloqué, ils ont installé des parasols, des chaises de plage, etc. Et ça a marché. Mais ensuite ils sont passés à une intervention pour de vrai, quoi. Il y a eu un projet de maîtrise d'œuvre de piétonnisation et ça a pris du temps, ça a pris 10 ans au total, mais ils sont vraiment allés au bout du processus. Ça, c'est vraiment chouette de voir quand ça arrive, c'est vraiment bien. C'est rare, souvent ça s'arrête à la phase d'urbanisme tactique, quoi. Et à côté de ces espaces publics, de cet urbanisme tactique, quels sont aujourd'hui les sujets qui continuent de t'animer dans ton travail, les tensions, les leviers qui t'engagent encore dans la fabrique urbaine? Alors moi je travaille, en gros, ma spécialité c'est quand même l'espace public. Donc évidemment ça touche les questions de mobilité parce que c'est quand même un espace en mouvement. Donc je travaille beaucoup sur les questions de mobilité, mais plutôt sur les pratiques de mobilité qui créent de l'espace public. Ou les pratiques dans l'espace public qui peuvent aussi parfois créer de la mobilité. Il y a un peu ces deux tensions-là. Vraiment je pense que c'est le cœur de ce que je fais dans les 3 sphères, hein, que je sois sur l'enseignement, la recherche, en accompagnement sur les politiques publiques ou avec la fondation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sujet-là, il n'était pas du tout présent il y a 15 ans quand je suis arrivée. Aujourd'hui, c'est bien installé. Il y a eu pas mal de changements au niveau, disons, des politiques ministérielles au niveau national. Et donc ça fait que petit à petit, ça finit par se transmettre aux différents échelons, donc régional et local. Et aujourd'hui, les municipalités au Chili sont obligées d'avoir une vraie pensée de planification sur la mobilité et l'espace public, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Enfin, ils pouvaient le faire s'ils voulaient, mais c'était absolument pas obligatoire. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée qui les oblige à développer un document qui s'appelle un plan de mobilité d'espace public, dans lequel ils sont obligés, avec un système de participation assez élevé des habitants, de développer une vision des espaces publics et de la mobilité pour les 10 prochaines années. C'est un plan assez concret qui finit avec une quantité de propositions qui doivent être faites parce qu'il y a des financements alloués aux propositions. Et donc ça a ouvert une nouvelle possibilité de travailler avec énormément de municipalités au Chili. Et ça, c'est chouette parce que du coup, là où pendant longtemps c'était du travail ministériel à Santiago, très centralisé, de plus en plus maintenant, je peux intervenir en région. Enfin, on l'a toujours fait, hein, mais ça commence à devenir assez soutenu comme rythme. Et c'est assez chouette d'arriver dans parfois des petites localités, des endroits que je ne connaissais pas. Parfois, c'est des villes plus grandes aussi. Et d'accompagner vraiment les directions d'urbanisme des villes dans ce travail-là, parce qu'en fait, ils ne sont pas très formés non plus aux questions de mobilité d'espace public. Parce que même dans les formations en urbanisme au Chili, avant, ce n'était pas tellement pris en compte. Donc il y a tout un travail de formation et d'enseignement qui se fait dans les masters, donc effectivement en participant de l'enseignement, mais aussi au contact des organismes dans les municipalités, aussi dans les régions. Et ça, c'est un peu nouveau. Ça se met en place doucement, là. Enfin, pas doucement, d'ailleurs, ça se met vraiment en place. Et c'est assez chouette, j'aime bien. Ouais, il y a un côté transmission qui est sympa, quoi. Et puis moi, je trouve aussi que d'aller là-bas et de voir comment ça se passe, eux aussi nous transmettent des expériences locales qui sont super chouettes et ça se rétroalimente aussi, quoi. Alors depuis ton arrivée au Chili, tu as été confronté à un système qui est très spécifique. Tu m'as dit que le Chili est un pays ultra-légaliste, bureaucratique, mais aussi extrêmement néolibéral. Tout fonctionne à travers des appels à projets, des postulations permanentes. Alors commençons par là. Comment on apprend à travailler avec cette règle du jeu quand tout dépend d'un dossier qui est bien ficelé?
On apprend, comme quand on arrive dans un pays, il faut se lancer et puis il faut un peu se jeter à l'eau parfois et puis on finit par comprendre comment ça marche. Alors évidemment, on n'est jamais tout seul. Ça, c'est un autre truc aussi, c'est que un truc que moi je dis très souvent à mes étudiants, surtout quand ils viennent des écoles d'archi, je leur dis mais si vous avez envie d'être célèbre ou de vraiment voir votre projet concrétisé, faites pas de l'urbanisme parce qu'il n'y a rien de plus collectif, quoi. C'est des énormes équipes qui travaillent, qui en plus sont extrêmement invisibilisées. Il n'y a pas de stars de... Enfin, bon, il y en a quelques-uns, mais en général, les urbanistes, c'est plutôt des gens qui travaillent de manière très collective. Et il y a un peu cette idée que si un espace public est bien fait, on ne le voit pas, quoi, d'une certaine manière. On n'est pas là en train de se dire « elle est incroyable cette rue !» Elle est juste bien faite, ou la place... Donc c'est vraiment l'inverse de l'approche qu'on peut avoir sur l'architecture, où on est là à vouloir sortir un objet avec une signature d'architecte, etc. Donc de toute manière, on travaille toujours en équipe. Ça, c'est un truc super important. En tout cas, qui est pour moi fondamental. Et du coup, on apprend petit à petit, en fait, de manière collective. Moi, j'ai aussi travaillé avec des personnes qui étaient plus âgées que moi quand je suis arrivée, qui m'ont transmis un savoir-faire local. Et puis aujourd'hui, moi, je le transmets aussi à des générations qui sont en train d'entrer sur le marché à 25-26 ans. Et donc, on apprend petit à petit, on apprend les règles du jeu. Mais je me souviens aussi que quand j'étais à Paris, on travaillait sur des appels d'offres sur les concours d'architecture, etc. Enfin, c'est vrai que quand on vient de l'architecture, on est habitué au système des concours et des appels d'offres. Je me souviens aussi à Paris sur les concours d'Urba. Ça avait un nom particulier, je ne me souviens plus comment ça marche. Mais c'était en plusieurs phases, ça durait 1 an. Donc en fait, c'était assez facile de s'adapter au système chilien où tout est toujours sous forme de concours et de postulation. Parce qu'effectivement, je n'y avais pas pensé, mais depuis l'archi, on vient un peu avec cette mini-formation de départ, quoi. On est déjà un peu là-dedans. Alors effectivement, ici, c'est pour tout. Tout. Enfin, on postule de manière permanente à des concours de fond. Et ça fonctionne effectivement sur un modèle très néolibéral, ouais. Es en Chile, país que desde hace un mes es escenario de una revuelta popular sin precedentes. La révolte, on peut dire, aux émeutes urbaines qu'il y a depuis 2 jours. On parle de ce couvre-feu et ce qui est étonnant, c'est de voir pour la première fois depuis la fin de l'ère Pinochet des soldats patrouiller dans les rues de plusieurs villes. On en compte 10 000 à Santiago. Critican el modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet, que sigue Esta es una escena que se ha vuelto común en el centro de Santiago. Et puis vient alors 2019 où le modèle se fissure, la ville explose. Ouais. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé à ce moment à Santiago, où est-ce que tu étais et puis comment tu as vécu ces journées-là. Alors, donc c'est octobre 2019. C'est juste avant la pandémie. On est quelques mois avant la pandémie. Moi, je suis en train de travailler sur mon terrain, donc sur Calicanto. Donc, je passe énormément de temps dans l'espace public. Ça arrivait d'un coup, ça arrivait un peu sans prévenir et en même temps, tout le monde s'y attendait. Le système néolibéral chilien, il s'est mis en place avec la dictature de Pinochet dans les années 70, donc 73, le coup d'État. Ça a amené à un changement constitutionnel sous pression, qui n'a pas forcément été très démocratique au début des années 80. Et en 88-89, au moment où effectivement tout le système avait été mis en place, au moment aussi de la chute de Berlin, donc fin de la guerre froide, on passe de manière très pacifique à un système démocratique. Il y a une transition qui se fait, mais il y a une transition qui se fait parce qu'en fait, tout le système avait été néolibéralisé. Ce qui est assez triste parce que le Chili avant avait une tradition sociale assez forte. Donc si on remonte à la génération des personnes qui aujourd'hui ont 70-80 ans, il y en a beaucoup qui sont dans des très très bonnes situations économiques, mais qui ont été formés dans des collèges publics, qui ont vraiment profité d'un système qui à l'époque était très bon et très social. Mais bon, tout ça, ça a été effacé par donc, les années 70 et 80 qui ont été très dures au Chili. Et donc effectivement, on aborde les années 90 dans un système complètement néolibéral. À l'époque, les mesures qui ont été mises en place, qui font partie de la Constitution, c'est le laboratoire le plus avancé en termes d'économie néolibérale dans le monde. Donc c'est un cas d'étude, le Chili. Et on aborde les années 90 avec plein de promesses. Et effectivement, les années 90, ça se passe plutôt bien parce que le néolibéralisme induit une croissance économique importante,
à 2 chiffres pendant toutes les années 90, mais associé à un système où il n'y a aucune assise sociale. Donc les retraites sont privées, l'éducation est privée, tout est cher. Alors effectivement, on ne paye pas beaucoup d'impôts, mais c'est pas un système on n'est pas dans un système où on porte tous ensemble un projet, quoi. C'est un peu chacun pour soi. Donc associé aux années 90, beaucoup d'endettement, un peu à l'américaine. Et ça tient pendant les années 90 parce qu'effectivement, il y a un effet au départ qui est un peu grisant, qui fonctionne bien. Donc tout le monde a l'impression d'aller de l'avant, on consomme, on a accès à plein de choses qui n'existaient pas avant. Ça arrive en même temps que la globalisation aussi. Donc tout à coup, le Chili est inondé de nouveaux produits. C'est un peu l'abondance, quoi. Mais le système commence à se fissurer dans les années 2000, 2005. Moi, quand j'arrive en 2009, il y a déjà des manifestations côté étudiants à l'époque, avec une énorme critique sur le système éducationnel parce que tout est privatisé, coûte très très cher. Et il n'y a pas forcément, après la fac, du boulot pour tout le monde. Donc les gens se retrouvent endettés, à devoir rembourser des prêts, mais avec un accès au marché de l'emploi qui est quand même très inégal. Et les premières fissures commencent en 2007. Donc en 2019, ça fait déjà un moment qu'il y a des critiques. Le système de retraite ne fonctionne pas. Le système de retraite qui avait été mis en place début des années 90. Donc les premières personnes qui partent en retraite, c'est en 2018-2017. Et ils se rendent compte que ça ne va pas, quoi. Les retraites sont super basses. Donc il y a un peu des fissures pendant 10 ans dans le système qui commencent à montrer le bout de leur nez petit à petit. Des différences, des disparités socio-économiques énormes. Le Chili est un pays où il y a énormément d'inégalités. On a à peu près la même pyramide que la pyramide mondiale. Ça ne s'arrange pas. Et ouais, un ascenseur social qui est un peu bloqué, alors que le néolibéralisme, c'est quand même une promesse que, soi-disant, il y a un ascenseur social qui se met en place. Mais ce n'est pas le cas. Et donc en 2019, c'est un peu sous pression, c'est de plus en plus sous pression, etc. Il y a quelques annonces gouvernementales qui ont été très très mal reçues en termes de communication. Et puis à un moment donné, ils augmentent le prix du billet du métro, de pas beaucoup, de 30 pesos. Et c'est les 30 pesos de trop sur les 30 dernières années. Et le métro est pris d'assaut par les lycéens. Et en fait, on pense que c'est rien. Et en fait, c'est les lycéens qui ont réussi à activer un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça part d'un coup, un vendredi, et ça part super vite. Et ça part loin, ça devient très violent au départ. Il y a eu des incendies de stations de métro, et ça explose au niveau national, en fait. Et ça explose d'un coup. C'est comme si vraiment il y avait eu ça faisait trop longtemps que c'était retenu. Et ça explose sur les demandes sociales, en fait, sur un système qui ne fonctionne plus, quoi. Et donc à ce moment-là, le slogan c'est pas 30 pesos, c'est 30 années d'inégalité, qui a été un truc qui a vachement... Et moi j'étais j'étais dans la terrasse d'un café avec mon mari, près d'une station de métro, pas très loin d'une fac, et on suivait les événements en direct sur les téléphones, parce que tout à coup ça se met à sonner de partout. Et donc j'étais dans la rue, en fait, j'ai vu les premières manifestations. Et le lendemain, je suis passée à Calicanto pour voir ce qu'il en était. La station de métro était complètement fermée. Et là, c'était très étonnant parce que à Calicanto, ils avaient préservé l'espace. Il n'y a pas eu tellement d'attaques sur Calicanto. Et je pense que c'est justement parce que c'est un espace de leur quotidien, du quotidien des gens. Et donc, du coup, ils ne l'avaient pas détruit. Et ça, c'était assez étonnant à voir. Il y avait un peu des tags, mais par rapport à d'autres espaces de la ville, il avait été assez protégé. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai intégré ensuite dans la thèse, sur le rapport à l'espace, en fait. Les lieux emblématiques ont été beaucoup plus touchés que Calicanto. Calicanto a été extrêmement préservé. Et le lendemain, Calicanto fonctionnait normalement. Donc, il y avait ce côté un peu étonnant. Ouais. Et puis après, du coup, ça a été 6 mois de manifestations jusqu'à la pandémie. Ils ont enclenché un changement constitutionnel qui a abouti à pas grand-chose à la fin. On est passé d'une première proposition très très à gauche, très progressiste, qui était chouette, qui était vraiment... je pense qu'on aurait pu finir avec la constitution la plus progressiste au monde. Le texte était extrêmement intéressant en termes de multiculturalité, en termes de préservation de l'environnement, de droit au logement, etc. Donc il y a eu un basculement vers une ligne éditoriale qui était complètement différente.
qui a l'air d'être extrêmement à gauche, mais en fait, si on replace ça dans le système chilien, c'était pas si extrême que ça, hein. C'était plutôt... Oui, c'était une ligne éditoriale, disons, sociale, mais qui, probablement, dans le contexte français, serait assez centriste, en fait. Et puis, ça n'a pas marché, parce que c'était trop progressiste. On a rebasculé vers une autre proposition qui était très à droite, qui n'a pas marché parce qu'elle était trop à droite, balle au centre. Et on en est là aujourd'hui. Alors Carole, tu es ici depuis 15 ans. Comment tu te projettes pour la suite? Est-ce que tu vois encore le futur ici ou ailleurs, peut-être dans d'autres marges? Et puis si tu devais donner un conseil à un jeune urbaniste ou une jeune urbaniste aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Alors ouais, ça fait 15 ans que je suis là, effectivement, 15 ans c'est pas mal. Pour l'instant on est là, on est super bien. Moi j'aime bien le pour l'instant. J'ai du mal à me projeter très loin dans le long terme, probablement parce que j'ai beaucoup bougé depuis que je suis toute petite, donc ce côté pour toujours, j'y crois moyen. J'ai l'impression que souvent on se fait un peu rattraper par les événements extérieurs ou la vie ou des choses qui peuvent se passer. Donc on ne sait pas, tout est ouvert comme toujours, ça je trouve ça chouette, mais on est super bien. Donc je pense qu'on est là. Enfin bon, après j'ai une famille, 2 enfants qui sont franco-chiliens qui sont nés ici. Donc on est bien. Effectivement, c'est des enfants qui sont en train de naître, de grandir, pardon, non, pas de naître, mais de grandir avec vraiment cette biculturalité. Ils sont au lycée français, c'est possible qu'ils partent à un moment donné. Ils ont un boulevard pour faire leurs études supérieures en France. Et donc on ne sait pas en fait, peut-être qu'eux vont faire qu'à un moment donné on va rentrer ou on va être ailleurs, j'en sais rien. Donc c'est assez ouvert, mais il n'y a pas de plan particulier de changement pour l'instant, on est vraiment bien ici. Il y a plein de trucs à faire. 2019, là, ça fait quelques années. Ça n'a pas tout changé, effectivement, la Constitution, on est revenu au point de départ. Mais quand même, il y a plein de choses qui bougent, c'est un endroit... c'est assez chouette de travailler en urbain au Chili en ce moment, donc ouais, non, pour l'instant, on ne bouge pas. Quién sabe, comme on dit ici, on ne sait pas. Et conseil pour des jeunes urbanistes, je pense que c'est important de... Alors je vais dire un truc qui va avoir l'air complètement bateau, mais vraiment j'y crois. S'il y a une intuition forte ou une envie forte ou une préoccupation, un truc qui titille un peu, faut savoir s'écouter parce que ça peut mener sur des parcours super chouettes. C'est pas forcément facile, et puis il peut y avoir des échecs en chemin. Enfin, c'est jamais tout parfait. Là, on a fait un petit résumé de 15 ans. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais évidemment, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des trucs qui marchent pas. C'est pas grave. C'est toujours possible de revenir en arrière. Mais je crois qu'il faut pas avoir peur de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur et de pas se bloquer en se disant non, il vaut mieux que... il vaut mieux que je choisisse un chemin peut-être plus sûr ou plus facile ou plus traditionnel, sauf s'il y a un intérêt, il n'y a aucun souci. Mais s'il y a un peu un intérêt pour autre chose et qu'il y a une envie ou quelque chose, je pense que c'est... Ouais, à mon avis, il faut quand même un peu s'écouter et puis ça peut donner des choses super chouettes. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus, quoi. Faut pas... Il y a un peu cette idée de la réussite sociale absolue. Alors aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est parfait. Mais souvent, on apprend beaucoup plus des erreurs et des échecs. Ils forment beaucoup plus. Et les chemins de travers sont super intéressants. Donc, faut pas hésiter à les prendre, quitte à revenir ensuite parfois sur des chemins plus traditionnels. Mais c'est toujours enrichissant. Donc, ouais, ce serait ça mon conseil. De parfois s'égarer sur des chemins de travers, ça peut être pas mal. Ouais. Et avant de se quitter, Carole, j'aimerais te poser une dernière question. J'aimerais qu'on s'offre une dernière carte postale de Santiago et toi. Ouais. Si tu devais choisir une image, une scène de ton quotidien, ce serait quoi? Ce serait où? À quelle heure? Qu'est-ce qu'on y entendrait? Qu'est-ce qu'on y sentirait? Et surtout, qu'est-ce que cette image raconte de ta manière d'habiter Santiago? Alors, je pourrais te parler du campus, puisque là, en ce moment, on est en train d'enregistrer dans le campus de la fac, et c'est un endroit incroyable. Donc c'est aussi un espace de mon quotidien. Mais je pense que peut-être l'espace dont je te parlais de la Ciclo-Recrovia, qui est donc une fondation qui travaille sur la ville depuis... ça va faire plus de 15 ans.
et qui ont importé un projet qui s'est d'abord monté en Colombie, qui est de fermer les rues le week-end en fait pour, pour que les piétons et les vélos puissent vraiment s'approprier l'espace public. Et j'aime bien, alors parce que bon, ils sont pas très loin de chez moi, donc je pratique souvent l'espace que eux ouvrent le dimanche matin. Ils bloquent une grande partie de la ville, d'artères les dimanches matins. Donc c'est toujours de 10h à 14h. Et c'est chouette parce que ça dit beaucoup du moment dans lequel on est à Santiago. Alors d'un côté, c'est une fondation qui a mis, je crois, 5 ou 6 ans à convaincre une municipalité de fermer un bout de rue pendant quelques heures. Parce qu'ils sont arrivés et ici c'était l'incompréhension totale. Ça va être catastrophique, les voitures vont disparaître, comment on va faire, machin. Donc ils ont passé un temps fou, mais vraiment des années, à toquer à plein de portes. Et puis un jour, ils y sont arrivés et ils ont fermé, je crois, 3-4 pâtés de maison et ça a été un succès fou. Et depuis, ça a augmenté. Alors aujourd'hui, il y a tout un réseau qui se met en place. Et maintenant, c'est les municipalités qui vont frapper à la porte de la fondation pour essayer d'avoir aussi leur bout de cyclo-recrovia, ça s'appelle, le week-end. Et donc, ça dit beaucoup aussi du rapport à l'espace public des Chiliens en ce moment. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de bascule où effectivement, on sait que les rues sont plutôt pour les voitures, surtout au Chili, où beaucoup de gens se déplacent en voiture. On est vraiment dans des villes latino-américaines, où la voiture est extrêmement présente. Mais aussi cette nécessité et l'envie d'avoir d'autres pratiques dans l'espace public et de pouvoir avoir un rapport à l'espace qui soit flexible en fonction des horaires. C'est assez stratégique finalement. Et ça marche assez bien avec la manière dont fonctionne disons l'urbanisme au Chili. Il faut être très stratégique, il faut faire avec ce qu'on a en fait. Et donc, oui, alors finalement, les rues aussi, elles peuvent se transformer, elles peuvent avoir différentes temporalités et usages en fonction de ces temporalités-là. Et moi, c'est un espace où on va souvent en famille le week-end. Ça démarre en bas de chez moi quasi. Et ça permet de connecter les quartiers riches au centre, qui est aussi un truc super chouette. Donc c'est inclusif. Et c'est pour tous. Et c'est de l'espace public. Ce qui est un peu le truc le plus important dans un système néolibéral où tout est privatisé et sujet à une rentabilité. Donc là, c'est vraiment l'inverse. Et ça marche. Et je trouve que ça, c'est un... Ouais. S'il fallait fermer avec le podcast avec un truc, je fermerais avec ça. Ouais. Eh bien, merci Carole, merci pour ce chemin merci à toi. Partagé à travers Santiago. Ce que tu nous as offert ici, c'est une autre manière de regarder la ville, une invitation à ralentir, à écouter, et puis parfois à dérégler un peu aussi nos cadres, et à comprendre que c'est souvent dans le désordre, dans l'imprévu et dans l'ordinaire que naissent les récits les plus puissants, à Santiago comme ailleurs. Alors c'était une super fermeture, j'ai rien à rajouter. Super dernière phrase. Merci Carole. Merci à toi. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.